Les métiers de l'accompagnement ne doivent pas souffrir de médiocrité. C'est impensable pour moi qu'on puisse être un cordonnier mal chaussé dans les métiers de l'accompagnement, notamment, alors déjà dans les métiers de façon générale, mais dans les métiers de l'accompagnement. Hello, Mounia Sacha avec vous pour parler toujours de ces sujets super concrets, super intéressants du quotidien. Bon, je me suis rendu compte que dans mes vidéos précédentes, je parlais super vite. Alors, je vais essayer de poser ma voix, mais comme j'ai les idées qui fusent et que j'essaye de vous les poser là et de vous les livrer au même rythme qu'elles fusent dans ma tête, bah, c'est un peu chaud et c'est vrai que des fois, bah, il se peut que vous trouviez que je parle un peu vite. Bon, je vais essayer de poser ma voix et d'avoir juste une conversation avec vous. Un cordonnier mal chaussé, cette expression m'a toujours interpellée, le cordonnier mal chaussé. Et pour moi, et encore aujourd'hui, et j'ai beau essayer de travailler là-dessus, je n'arrive pas à admettre qu'on puisse être un cordonnier mal chaussé parce qu'on ne peut pas offrir le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on est un cordonnier mal chaussé. Être un cordonnier mal chaussé, ça veut dire ne pas être convaincu de ce qu'on fait. Ça veut dire ne pas être capable de le faire pour soi-même. Ça veut dire ne pas se sentir légitime dans ce qu'on fait. Ça veut dire ne pas prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça veut dire ne pas vraiment être à la bonne place. Ça veut dire ne pas être à sa juste place. Ça veut dire être aigri, se sentir aigri d'être là. Et des cordonniers mal chaussés, on en connaît tous, on en a tous vu, on en a tous rencontré. Et ce qui est chiant, ce qui est fou, c'est que ça se ressent. Les personnes qui ont affaire à des cordonniers mal chaussés bah, se sentent mal en la présence de ce cordonnier mal chaussé et elles ressentent que c'est un cordonnier mal chaussé qui est en face d'elles. Dans les métiers de l'accompagnement, ça ne devrait pas exister. Alors, je dis que ça ne devrait pas exister, comme il y a plein de choses qui ne devraient pas exister, mais qui existent quand même. Malheureusement, on n'a pas le contrôle sur ce que font les autres et on n'a pas le contrôle sur comment se comportent les autres. On a le contrôle que sur soi et c'est déjà pas mal. Je ne désire pas du tout être un cordonnier mal chaussé. Mais je pense que dans les métiers de l'accompagnement, c'est encore plus important. Parce que si on a un boulanger qui est là, mais qui n'a pas envie d'être là, mais qui est là juste parce que cet artisanat est transmis de père en fils et que voilà, on lui a dit qu'il fallait qu'il soit là et tout, ben, il va quand même faire des baguettes et on va quand même manger des baguettes et on va quand même aller chez lui, et il aura du travail et il sera aigri de pas être là, ça va se sentir chez lui, mais nous, on va pas le voir à l'extérieur. Donc, c'est à lui de voir ce qu'il peut faire pour trouver une place qui est meilleure pour lui. Mais dans les métiers de l'accompagnement, lorsqu'on accompagne un humain qu'on a en face et ce qu'on va faire, comment on va se comporter, ce qu'on va dire, ce qu'on va, euh, tout ça va impacter l'humain en face, on ne peut pas se permettre d'être un cordonnier mal chaussé. On ne peut pas. Dans les métiers de l'accompagnement, on se doit d'être des cordonniers chaussés avec des pompes du plus grand luxe. Je n'arrive pas à l'admettre et je crois que j'avais déjà fait un live là-dessus quand j'avais fait mon 365 jours de live Facebook. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Facebook, allez sur Facebook, il y a pas mal de contenu de valeur aussi qui défile et notamment un an de coaching, un an de live, un an de thématiques traitées, de valeurs données, etc. Donc allez par là-bas pour voir. Mais j'avais déjà fait un sujet là-dessus par rapport au fait d'être un cordonnier mal chaussé dans les métiers de l'accompagnement. On a une personne qui a un cerveau et qui est en face de nous. On ne peut pas accompagner un cerveau de n'importe quelle manière. On ne peut pas se permettre de délivrer du médiocre. On ne peut pas se permettre du minimum. On ne peut pas se contenter du minimum. On ne peut pas se contenter euh, du surfacique non plus. On ne peut pas se contenter de ça. On a un humain qui est en face de nous, avec un certain cerveau, avec un certain fonctionnement, un individu à part entière qui est en détresse, entre guillemets. Donc, s'il vient chez vous, c'est qu'il vient chercher de l'aide. Que vous soyez dans le bien-être, dans la santé, dans le coaching, peu importe. Moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont dans les métiers de l'accompagnement. Donc, j'ai des sophrologues, j'ai des kinésiologues, j'ai des psychologues aussi. Il y a vraiment de tout, peu importe. Des coachs, des thérapeutes, peu importe. Mais quand vous devez accompagner un humain,
Le minimum pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne son cerveau. C'est de connaître un peu ses ressentis. Qu'est-ce qu'il ressent comme un échec? Qu'est-ce qu'il ressent comme une réussite? Comment je vais savoir qui va bien? Comment je vais savoir qui va mal? Comment je vais reconnaître tout ça et comment je peux l'accompagner au mieux? Et surtout, pour accompagner au mieux, à mon sens, c'est d'avoir vécu cet accompagnement moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les outils que j'utilise dans mes accompagnements, toutes les techniques que je vous propose, tous les programmes que je vous propose, toutes les masterclass que je vous donne, les webinaires, les petites conférences, les lives, etc., ce que je vous partage sur YouTube, c'est des trucs vraiment que j'ai vécu moi-même. Soit que j'ai eu une problématique et j'ai essayé de lui trouver une solution et j'ai pas trouvé de solution et je me suis fait accompagner et j'ai eu une solution. Donc il y a un résultat quand même derrière. Soit c'est quelque chose que j'ai vécu avant et j'ai réussi à lui trouver une solution aujourd'hui et waouh, je suis délivrée de ça. Un soulagement que j'ai eu, une problématique que j'ai résolue, des relations que j'ai améliorées, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations avec mes enfants, quelque chose que j'ai réussi à mettre en place dans mon quotidien et qui a fonctionné pour moi, qui m'a soulagée, qui m'a libéré ma charge mentale, comme l'organisation à la maison, le batch cooking, les bocaux. J'ai des programmes sur des choses qui sont venues m'apaiser, qui sont venues me soulager, que j'ai expérimenté et qui ont fonctionné. Je ne peux pas me permettre d'être un cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire débarquer, accompagner un humain sur des problématiques que j'ai aussi moi-même. Je peux l'accompagner sur une problématique que j'ai moi-même en lui verbalisant que j'ai encore cette problématique-là, mais voilà comment je la gère aujourd'hui pour qu'elle m'impacte négativement au minimum. Ça, ok. Mais je peux pas utiliser la théorie sur un accompagnement que j'ai pas réussi à mettre en place moi-même chez moi, en fait. Je pense que c'est pas possible. On ne peut pas accompagner quelqu'un sur une problématique spécifique que l'on est en train de vivre soi-même aujourd'hui et à laquelle on n'a pas trouvé de solution. Et vous allez voir que à chaque fois que vous essaierez de faire ça, et là je vous parle avec vraiment, vraiment, c'est pas du jugement, c'est beaucoup d'amour, c'est pour que vous ne tombiez pas dans des pièges dans lesquels beaucoup de personnes tombent parce qu'elles pensent qu'il faut vendre, 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 créer, créer, créer du contenu euh, et proposer de la théorie et de la théorie et de la théorie et de la théorie sans chercher à approfondir pour savoir comment mettre en pratique tout ça pour soi et pour les autres. Il faut absolument pas tomber dans ce piège-là parce que le syndrome de l'imposteur, donc ce sentiment d'imposture et ce sentiment d'être une arnaque en fait pour les gens à qui on offre nos services, à qui on vend nos services, il vient naître là-dedans, dans ce ressenti que l'on a, qu'on est en train de dire aux gens de faire des choses qu'on n'a pas fait nous-mêmes, d'expérimenter des choses qu'on n'a pas expérimentées nous-mêmes, de trouver des solutions à des choses auxquelles on n'a pas trouvé de solution soi-même, on va se sentir complètement illégitime dans notre métier parce que bien qu'on essaye de faire croire qu'on pète la forme dans notre job, qu'on est au taquet, qu'on a déjà appris plein de choses, que nous, on fait du dev perso, donc on est OK, on gère, on contrôle, on maîtrise, bah, au fond du fond, on sait que c'est pas vrai. Et c'est ce ressenti-là qui va vous faire vous sentir illégitime dans ce que vous faites. C'est le ressenti de ah, j'ai dit ça, mais moi-même, je vois bien que je galère avec ça, qui va vous faire vous sentir illégitime, qui va vous faire perdre confiance en vous, qui va vous faire vous remettre constamment en question parce que vous n'avez pas vécu le truc. Vous ne l'avez pas vécu. Et moi, je dis toujours que le sentiment de légitimité trouve sa base et son fondement dans le vécu. Il faut encaisser de l'expérience, il faut encaisser du vécu. Quand j'ai décidé de devenir coach et que j'étais en train de me former, j'ai tout mis en application. J'ai absolument tout mis en application. Tous les sujets qu'on a traités, que ce soit les peurs, le doute, les valeurs, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, les biais cognitifs, tout ce que vous voulez. Imaginez
Je l'ai d'abord fait moi sur moi, mais en profondeur, pas surfaciquement, pas la théorie. La théorie, moi, elle ne m'intéresse qu'au début pour comprendre où je vais et comprendre ce que je fais. Elle m'intéresse, la théorie ne m'intéresse que pour donner du sens à ce que je suis en train de faire. Mais c'est la pratique qui va faire de moi qui je suis, c'est la pratique qui va faire de vous qui vous êtes et qui vous voulez être. Si vous ne pratiquez pas, vous serez un cordonnier mal chaussé parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut expérimenter. Vous n'avez aucune idée du vécu à vivre, de comment vivre pour avoir vécu. On va tourner ça plutôt comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce que fait, ce que vous proposez à la personne que vous avez en face. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Alors, un médecin peut être un médecin et prescrire des médicaments sans avoir eu la maladie lui-même parce qu'il a la théorie vraiment qui est basée sur des faits, des observations de nombreux résultats qui prouvent que ça marche comme ci, comme ça. Mais dans l'accompagnement, on peut pas dire ça. On peut pas accompagner un être humain en présentiel ou en Zoom ou peu importe en lui disant, viens, je vais t'aider à résoudre tes problématiques et tu vas voir comment sans avoir vécu ça soi-même et sans être complètement au clair avec cette problématique-là. Si on n'est pas au clair avec cette problématique-là, c'est OK, mais il faut pas faire semblant de l'être. Il faut pas être dans le paraître. Il faut pas surjouer la chose. C'est OK. Il y a évidemment, franchement, un coach ou un accompagnant qui vous dit qu'il a tout réglé dans sa vie, je peux vous dire c'est un menteur. On reste des humains et on fait face à des situations très dérangeantes, à des situations très challengeantes, à des situations extrêmement inconfortables au quotidien. Parce qu'on est des humains, tout simplement. Et aussi parce que je vous ai bien dit que dans la vie, il y avait des hauts et des bas, et c'était une succession de hauts et de bas tout le temps. Et le haut va avoir la même intensité que votre bas. C'est-à-dire, si vous vivez une joie intense dans votre haut, vous allez vivre une peine intense dans votre bas. Polarité, tout est polaire, tout est fait de polarité, des plus, des moins, des hauts, des bas, des jours, des nuits, etc. Quelqu'un qui vous dit qu'il a tout résolu dans sa vie parce que lui, il fait du dev perso, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. On n'a jamais tout résolu dans notre vie. On va toujours être débutant quelque part. Et si on n'est pas débutant quelque part, il faut chercher à être débutant quelque part. Il faut aller faire des activités qui font de nous des débutants, des choses qu'on n'a jamais faites. Il faut aller se frotter à cet inconfort de pas être parfait, de pas savoir et qu'on n'a pas la science infuse. Loin de là, mais loin de là. Alors, j'essaye de prôner l'humilité au maximum et j'espère que je l'incarne, mais vraiment, c'est important pour moi, la sincérité et l'humilité et d'arrêter de se croire au-dessus de tous. Parce que c'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on est au-dessus de tous, et ça aussi, j'en ai déjà parlé. Mais vous voyez, quand vous avez un humain en face de vous, vous avez un cerveau en face de vous, vous avez tout un fonctionnement en face de vous, vous avez un être vivant en face de vous. En lui vivent des émotions. On peut pas juste accompagner un être humain et se dire, ouais, moi, c'est bon, je me contente du minimum, je vais juste lui proposer ça, il a qu'à se débrouiller, et puis je vais mettre toute la responsabilité chez lui en lui disant, ah ben que s'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il n'y met pas assez d'efforts, c'est parce que il n'y met pas assez de travail, c'est parce qu'il n'est pas assez engagé, mais combien de fois, hein, j'ai entendu des discours comme ça qui sont super culpabilisateurs et c'est des trucs où les personnes manquent tellement peut-être d'outils, manquent tellement de posture ou manquent tellement de cohérence qu'elles vont avoir tendance à rejeter la responsabilité d'un résultat non désirable à la personne qui se fait accompagner. Et je trouve ça franchement moche, en fait. Pour être cru, je trouve ça moche et ça existe, mais ça existe dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on a des personnes qui sont pas à leur place, on a des personnes qui cherchent à faire le minimum syndical, on a des personnes euh, qui, comment dire, j'ai perdu ma pensée, j'ai perdu le fond de ma pensée. Elles cherchent à faire le minimum syndical et des personnes qui cherchent à rejeter la faute sur l'autre pour lui donner l'impression que s'il n'y arrive pas, c'est parce que lui n'a pas tout fait pour y arriver. Je peux vous donner juste l'exemple là de hier d'un livreur, un livreur qui n'a même pas fait l'effort d'ouvrir ou d'appeler pour qu'on lui ouvre le portail automatique d'entrée pour qu'il accède
chez nous qu'il arrive à accéder à notre domicile pour nous donner le colis. Donc, c'était beaucoup plus simple pour lui de scanner sur sa tablette comme quoi on n'était pas à la maison que d'aller au bout du truc et de nous livrer le colis. Mon mari et moi, on travaille tous les deux à la maison, on est quasiment là tout le temps et à cette heure-là, on était là. Et devinez quoi, il a renouvelé la même expérience le lendemain. Donc, ok, si une personne qui n'est pas dans ce métier-là, qui n'aime pas ce qu'elle fait, qui n'a pas envie de se tracasser, de se casser la tête, et ces personnes-là, ça se voit. En fait, ça se voit et ça se voit partout. Mais quand on est dans l'accompagnement dans l'humain, on se doit d'être humain soi-même. Et être humain soi-même, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est accepter qu'on va faire des choses et qu'un jour, peut-être, on va faire le contraire de cette chose-là. Et que c'est OK parce qu'on va réussir à lui donner du sens à ce moment-là et à comprendre en toute conscience pourquoi on a fait le contraire de ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème par rapport à ça du moment qu'on sait l'expliquer et surtout que c'est conscient, mais on ne peut pas se permettre de courir juste après la réputation, après la notoriété, après l'image de notre entreprise, parce que l'image, c'est nous-mêmes finalement. La notoriété, c'est nous, l'image, c'est nous, le business, c'est nous, l'entreprise, c'est nous, le produit, c'est nous, tout est nous. Tout est nous quand on est entrepreneur. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur, supposons que vous soyez prof, supposons que vous soyez médecin, supposons que vous soyez masseur, massothérapeute, peu importe, vous accompagnez un humain à se sentir mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. Même quand vous faites de la réflexologie plantaire, c'est sur le cerveau que vous venez agir. Quand vous faites de la sophrologie, c'est sur le cerveau que vous venez agir. Le yoga vient agir sur le cerveau aussi quoi que vous fassiez. Et un coach vient agir sur le cerveau. Un prof vient agir sur le cerveau. Oh mon Dieu, vous le savez clairement. Si vous avez été impacté par la pédagogie de notre système de l'éducation nationale, vous savez de quoi je parle. Un prof peut grandement impacter le cerveau d'un enfant, d'un élève, de la personne qu'il est censé accompagner dans sa scolarité et dans son développement et son éducation. Donc, quand on a un cerveau avec des émotions en face, on ne peut pas se permettre d'être un cordonnier mal chaussé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, et je pense que vous ne l'avez pas vue parce qu'elle remonte à il y a 5 ans, je pense, quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Non, j'ai dit n'importe quoi. Je l'ai créée en fin 2019, donc il y a 4 ans. J'avais parlé des violences médicales. Moi, j'avais subi des violences médicales par deux gynécologues, un homme et une femme. Du coup, j'en ai parlé. Et ben ça, c'est la preuve, en fait, qu'on se comporte comme ça avec un humain qu'on a en face et qu'on pense pas à ce qu'il peut ressentir, à ce qu'il peut vivre, à ce qu'il peut être en train de se dire, à comment il se sent par rapport à ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui fait, ben on est des cordonniers très, très mal chaussés. Là, on n'est même pas des cordonniers mal chaussés, on est vraiment des cordonniers pieds nus. Et pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment donner une immense importance, une immense empathie, une immense écoute à la personne qui est en face de nous. Si on n'est pas ouvert émotionnellement à recevoir la personne qu'on a en face, c'est très très dur de l'accompagner. Si on n'est pas capable de vivre ce qu'on essaie de transmettre, on est un cordonnier mal chaussé, c'est très dur d'être un très très bon accompagnant. Le métier du coaching en particulier, puisque c'est mon métier, ne doit pas souffrir de médiocrité. Et j'ai connu moi-même des coachs qui n'étaient pas, on va dire, ça peut vous paraître méchant, mais des coachs qui ne sont pas à leur juste place. On le voit, vous le voyez aussi, on va pas se voiler la face. Dans n'importe quel métier où il y a de l'argent, on va dire, on va voir des personnes qui courent après l'argent, qui ne courent pas après la contribution, qui ne courent pas après l'humain, qui sont juste là dans le go, go, go pour faire plus, générer plus, faire plus, générer plus, et elles en oublient leur intention de contribution de départ. Parce que je suis convaincue qu'au fond, il y a quand même quelque chose qui les a motivées à faire ce métier-là, mais elles en oublient cette chose-là parce qu'elle n'a pas de sens pour elles, parce qu'il n'y a pas assez de vécu et parce qu'il y a ce sentiment d'illégitimité qui vit à l'intérieur d'elles et qui fait que, on donne l'image de la personne qui n'est pas à sa juste place. OK? L'imposture et l'incohérence, on ne peut pas être cohérent tout le temps, mais quand on est incohérent, il faut l'être avec conscience pour donner du sens à notre incohérence
et être capable de l'expliquer avec cohérence. Vous voyez, donc c'est ça. Le sentiment d'imposture, il faut accepter de s'y frotter parce que ce sentiment de ne pas être légitime, pour moi, il ne vient que du fait qu'on n'a pas assez expérimenté quelque chose. Supposons que quand je suis arrivée aux États-Unis, mes profs arrêtaient pas de me dire, on est trop content que tu sois là, Mounia, on est vraiment content que tu sois là, ton travail, il est remarquable. Moi, je venais de débarquer, j'ai absolument rien fait. Non, mon travail n'était pas remarquable, mon anglais n'était pas remarquable. Je débarque, je fais rien d'exceptionnel. Ce que je savais, tout le monde le savait. Bref, je voyais pas ce que j'avais fait. Et en face de moi, j'avais des gens qui étaient des professeurs de renommée, qui avaient produit des œuvres incroyables, qui avaient déjà publié des publications scientifiques sur les plus grands journaux, qui avaient fait des conférences de tarés dans le monde entier. À côté d'eux, mais je suis complètement illégitime. Je suis rien, en fait, rien du tout. Et je le pense encore. Mais qu'est-ce qui a fait que je me sente légitime dans ce domaine-là? À ce moment, c'est l'expérience. C'est à force de faire des conférences, c'est à force de faire de la recherche, c'est à force de publier mon travail, c'est à force d'écrire mon travail, c'est à force de me confronter aux autres et confronter aussi à la douleur du chemin. C'est à force d'expérimenter, d'échouer, de me sentir mal, d'avoir ce sentiment de honte, d'avoir vécu peut-être un flop devant 50 personnes qui me regardent comme ça parce qu'elles n'ont pas compris ce que j'essayais de dire, etc., etc. C'est ça qui va faire qu'on va se sentir de plus en plus légitime. Aujourd'hui, dans le coaching, c'est pareil. Si je n'utilise pas mes outils pour moi-même, si je ne sais pas ce qu'ils donnent et ce qu'ils ne donnent pas, si je ne sais pas comment je vais me sentir en utilisant telle et telle technique, comment la personne que j'accompagne risque de se sentir, quel résultat elle va obtenir, si je ne suis pas sûre de tout ça, à force d'avoir expérimenté sur plein de personnes et sur moi avant tout, je peux pas me sentir légitime du jour au lendemain. La légitimité vient avec l'expérience, avec les échecs, avec les rebondissements, avec les réajustements. Donc, dans ce métier, on veut tellement se sentir légitime du premier coup que finalement, on va courir après la quantité et on va oublier la pratique. On va courir après la théorie et on va oublier la pratique. On va penser qu'on va dire aux gens, voilà, mais c'est facile en fait, vos chaussures, vous n'avez pas besoin de les jeter. Regardez, moi, je vous montre comment les réparer. Mais moi, je suis pieds nus. Ouais, mais toi, t'as pas de chaussures. Ou alors, j'ai des chaussures complètement abîmées et complètement trouées. Mais pourquoi tu répares pas les tiennes d'abord? Donc, quand bien même vous venez me réparer mes chaussures, je me pose des questions. Je me dis, ouais, mais les vôtres, elles sont pas réparées. Il y a quelque chose. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le sentez. Vous le sentez. La personne n'a pas expérimenté sur elle, ou alors elle pense que c'est ok de pas avoir des chaussures propres et bien, et que c'est ok de marcher pieds nus, et que c'est ok de marcher avec des pieds sales, et que c'est ok de marcher avec des chaussures trouées. Mais dans ce cas-là, si c'est ok de marcher avec des chaussures trouées, pourquoi à la base tu veux absolument aider les autres à réparer les leurs? Elle est là la question. C'est quel est ton pourquoi en fait à la base? Si tu es OK avec la fessée et avec le fait de dévaloriser un enfant et de lui en coller une quand il te fait une crise en plein supermarché, à quoi ça sert de devenir éducatrice Montessori? Parce que Montessori, c'est tout le contraire de ça. Quelle est l'intention de base? Tu veux faire un métier juste pour faire un métier, mais pour transmettre quoi? Ou alors, est-ce que tu viens le faire avec l'espoir qu'il t'aide, toi, à travailler sur tes failles? Et ça, c'est OK aussi. Mais il faut d'abord travailler sur ces failles dans ce cas-là avant d'essayer de les transmettre aux autres. Et pareil, pour Montessori, j'en ai vu des cordonniers mal chaussés, très mal chaussés, qui n'avaient rien à faire dans cette pédagogie-là, puisqu'ils utilisaient la pédagogie complètement opposée. Quand j'étais aux États-Unis, on avait aussi des amis qui étaient dans le médical. Et quand je vois, par exemple, un pneumologue qui fume, moi, ça me déclenche. Tu es pneumologue aussi, ok, pas de souci, tu t'es intéressé à ça, ça te tient à cœur et tout. Alors, soit tu as choisi cette spécialité par pur hasard ou parce qu'on t'a mis là-dedans, parce que ton papa était pneumologue, ton grand-père était pneumologue et parce que, voilà, c'est ça que tu fais. Soit tu as choisi ça pour peut-être trouver une solution à tes problèmes de santé, toi.
mais du coup, tu l'as pas trouvé parce que tu continues de fumer, tu continues de ne pas prendre soin de tes poumons. Alors, je donne un exemple, hein, mais vraiment, c'est juste pour que vous ayez des exemples, pour des images. Mais pourquoi tu es là, en fait? Et pour moi, un métier doit toujours contribuer à soi, ça doit nous nourrir et ça doit contribuer à l'autre. Et s'il ne contribue pas à l'autre, il manque quelque chose là, il manque 50% de notre travail, en fait. Quand je vois un dentiste qui met du coca dans le biberon de sa fille de même pas 12 mois pour qu'elle se calme et qu'elle ait sa dose de sucre et qu'elle se taise et qu'elle arrête de le réclamer ou euh, au-delà du dentiste, même tout court en fait, il y a quelque chose qui cloche là, il y a quelque chose qui cloche. Ou un dentiste qui a les dents abîmées, cassées, jaunes, avec, comme j'ai dit, pas gentiment, 1 kilo de pain entre les dents. Comment ça se fait qu'un soignant n'arrive pas à se soigner lui-même d'abord? Vous voyez? Et du coup, ça me déclenche quand je vois ce décalage entre qui on est et ce qu'on veut montrer qu'on est et ce qu'on veut aider les autres à être. Il y a un décalage, un désalignement qui vient vraiment tout remettre en question et chez soi, parce qu'intérieurement, on le ressent, et chez la personne qu'on accompagne, parce que ça se voit. Quand on n'est pas à notre place, ça se voit. Quand on n'a pas la posture de ce qu'on essaye de montrer, ça se voit. Quand on ressent pas la confiance à l'intérieur et on essaye d'apprendre la confiance en soi aux autres, ça se voit. Donc, les amis, le monde de l'accompagnement, quel qu'il soit, ne doit pas souffrir de médiocrité. À chaque fois que vous avez un humain en face et que vous, de par ce que vous faites ou par ce que vous dites, vous allez impacter cet humain et vous allez peut-être même l'influencer dans sa prise de décision, l'influencer dans les choix qu'il va faire, influencer finalement sa vie tout entière, changer son esprit, changer sa façon de penser, l'aider à changer tout ça. C'est bien beau de lui dire oui, oui, mais moi je suis juste là pour t'accompagner, mais tu es responsable de tes décisions. Mais en fait, on joue là-dessus aussi, donc faut faire très très attention à ça. Inconsciemment, involontairement, on va influencer, on est des influenceurs quelque part. On est des influenceurs. Par qui on est et par ce qu'on transmet, on est des influenceurs. Il y a des personnes qui me disent, oui, moi, je n'ai pas envie d'être prise pour une influenceuse YouTube, etc. Mais dès qu'on s'expose et dès qu'on est OK avec le fait d'incarner qui on est profondément, avec le fait de dévoiler nos idées, nos façons de voir les choses, nos avis et nos pensées, on va forcément influencer des gens. On va forcément fédérer une communauté. Il y a des gens qui vont forcément se reconnaître là-dedans. Il y a des gens qui vont changer d'avis à travers vous. Donc, on veut que les gens changent positivement, de manière positive et constructive. Il faut qu'on ait un impact positif et constructif. Et cet impact, il faut qu'on l'ait vécu d'abord. Il faut qu'on l'ait vécu sur nous-mêmes. Il faut qu'on l'ait expérimenté sur soi pour pouvoir le vivre et être témoin de ça chez les autres et avec les autres, pour faire le chemin avec les autres. Et ça, c'est super important. Non, on ne peut pas se permettre d'être un cordonnier mal chaussé. À la semaine prochaine.